Si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui aiment un peu leur pays, ils doivent contribuer à redonner un peu de dignité au pays. Leurs frasques, leurs comportements sont tels que nous en souffrons. Et je sais que vous en souffrez. Chaque fois que je peux discuter avec un ami à l'extérieur, nous sommes considérés comme des gens bizarres, nous les Congolais. Quand j'ai l'occasion de voyager, c'est une catastrophe parce que les gens qui viennent me voir par amitié ne comprennent pas que mon pays soit dans cet état. Pourquoi doit-on faire ça au Congo? Alors parce que on a des canons. Vous savez, quand nous avons décidé de faire tomber le comité militaire, nous n'avons pas reçu d'instruction de quelconque politique que ce soit. Les Pascal Lissouba étaient condamnés à mort, il était à Djeke. Les Massamba Deba a été tué, etc. C'est les jeunes qui sont levés, c'est nous. Et nous avions la vingtaine. Jean Itadi, Clément Mirassa et comme ça, on avait lors de 25, 26 ans, 27 ans. Oui, mais bien évidemment, et probablement que vous avez été formé parce qu'on ne peut pas soulever un peuple qu'on n'a pas formé, c'est ça le problème aussi. Justement, ce que nous avons fait, c'est créer les conditions pour que vous n'aurez jamais un peuple totalement formé pour prendre conscience de lui-même et de la nécessité du changement pour lui. Le peuple congolais est ce qu'il est. Il faut l'amener à comprendre que la situation actuelle est inacceptable et l'amener à se battre pour lui. Mais il y a encore des gens au Congo, vous le savez, qui croient qu'il y a une élite quelque part, une classe politique qui doit se battre pour libérer la situation. J'estime que c'est une bêtise. Tant qu'ils ne prendront pas conscience que c'est leur sort qui est en jeu. Et si l'espoir qu'ils fondent, c'est l'espoir, ils doivent le fonder sur des gens qui, d'un certain âge, qui sont battus hier, qui ont certes eu des succès, j'en conviens, et je suis fier de ça, je trouve que c'est un comble. Le Congo ne peut pas être le pays que je vois là. Tout le monde dit que ce n'est pas bon, mais les gens ne sont pas en mesure de se dire on se lève pour changer. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, Monsieur Jean Itadi. Bonjour, Monsieur Ferrin. Merci. Vous êtes président du Congrès africain pour le progrès, ancien ministre du gouvernement de la République du Congo. En tout cas, merci de nous consacrer votre temps aujourd'hui. L'honneur et le plaisir sont pour moi. Nous allons donc parler de votre parti, le Congrès africain pour le progrès. Nous parlerons également de la concertation politique de Ouando pour laquelle vous avez décliné l'invitation. Et si le temps le permet, nous pourrons aborder le troisième aspect de notre émission qui portera sur la situation socio-économique du Congo-Brazzaville, non sans parler des récents accords passés entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Voilà pour l'ossature de ce numéro Droit de savoir. Et encore, merci Monsieur Jean Itadi de votre disponibilité. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir encore choisi votre canal d'information Teler TV. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Jean Itadi, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, vous êtes président du Congrès africain pour le progrès, un parti de l'opposition ou de la majorité présidentielle? Le Congrès africain pour le progrès n'est pas un parti de la majorité présidentielle et ne peut pas être un parti de la majorité présidentielle. Pour des raisons simples suivantes. Ne peut pas être dans le système actuel ou bien ne pourra jamais être? J'ai été ministre du président Lissouba. J'ai été de ceux qui ont, dans ce pays, amené à la chute du comité militaire. Je suis de ceux qui ont amené la conférence nationale souveraine, parce que la lettre ouverte qui a déclenché la conférence nationale souveraine a été écrite par Tister Tikaya, Jean Itadi, Christophe Mukwege, Clément Mirassa. Nous étions 7 au départ. Donc, c'est nous qui avons amené le président Pascal Lissouba au pouvoir et nous en sommes heureux. Nous avons été renversés par un coup d'État militaire du président Sassou, soutenu par les forces étrangères, pour le résultat que nous connaissons.
massacre de population, gabegie. Lorsque vous dites massacre de population, vous pouvez être un peu plus clair là-dessus? Oui, tout à fait, mais tout le monde sait que le retour au pouvoir de Klein Sassou, parce qu'il était président avant, a coûté plusieurs milliers de vies humaines. En fait, les estimations de certains centres de réflexion disent que c'est autour de 500 000 hommes, 500 000 personnes qui auraient disparu au Congo entre 1997 et 2002. Et vous savez que malheureusement, ça ne s'est pas arrêté, puisque en 2015 et autres, il y a eu d'autres morts qui sont ajoutées. Donc, ce pouvoir a amené la mort. Ce pouvoir a amené la destruction. Et il y a, si vous revenez dans le pays, en tout cas aussi bien à Brazzaville, à Pointe-Noire que dans les régions, mais je ne parle pas de la région de Poule qui vit un calvaire extraordinaire, les destructions sont encore visibles. Donc ce pouvoir a amené la mort, il a amené la désolation. Le Congo n'a jamais été aussi riche que dans la période de 2002 à maintenant. Vous faites allusion aux ressources ou bien aux entrées. Exactement. Oui. Vous savez que la production pétrolière a augmenté. Oui. Nous avons à l'époque négocié et obtenu que la part du Congo soit augmentée dans le partage de production. Nous avons doublé, en fait, plus que doublé la part du Congo. Production importante, part du Congo plus importante, prix du pétrole élevé. Vous savez qu'ils étaient de l'ordre de 100 jusqu'à 150 $ le baril. Donc, beaucoup d'argent, mais pour quel résultat? Si vous connaissez un peu le Congo, mais vous étiez sûrement beaucoup plus jeune, beaucoup trop jeune à mon avis pour le savoir, ce pays était félicité par l'UNESCO par ses performances sur le plan de la scolarité. Aujourd'hui, le Congo est parmi les derniers en Afrique. Et quand je parle de l'Afrique, c'est gentil, mais en Afrique centrale, le Congrès africain pour le progrès a fait un état de la nation au mois d'août, je crois. Nous sommes derniers sur le plan du financement de l'éducation. Nous sommes derniers sur le plan des résultats. Nous sommes derniers sur le plan du financement de la santé. Et si je reviens à l'éducation, puisqu'on en parle, vous avez dû voir récemment, il y a Amnesty International qui a fait un rapport sur la situation sociale, sur l'école, la santé et autres. C'est un désastre, le Congo. Plus d'argent, oui, mais moins de résultats. Et pourquoi a-t-on fait un coup d'État alors si c'est pour obtenir ça? Vous savez, en fait, pendant que vous dites qu'il y a eu régression à ce niveau, je voudrais aussi que vous nous disiez, par exemple, l'État, actuellement, hein, l'État, j'allais dire, on a parlé de la situation socio-économique du Congo-Brazzaville avec des éléments factuels. Qu'est-ce qui peut corroborer cela? Qu'est-ce qui peut… Bon, je ne prendrai… Vous savez que l'hôpital au Congo est devenu un mouroir à tel enseigne que le CHU a été surnommé CHTU par les populations. C'est une appellation commune dans ce pays. Vous savez que les retraités cumulent 3 ans d'arriérés de pension. Vous savez que les boursiers congolais, je crois qu'ils ont 3 ans d'arriérés. Et si vous suivez l'actualité actuelle, dans beaucoup de pays où il y a des étudiants congolais, on les sort de leur campus, on les sort des cours parce qu'ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ce qu'on dit et qui est fréquent, la prostitution qui gagne les jeunes filles qui étudient à l'extérieur est aussi visible à Brazzaville. Le Congo qui pouvait se féliciter d'avoir et de former une élite, et vous savez qu'on considérait le Congo comme le quartier latin d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas quel mot je peux trouver, et même quand on doit regarder depuis les profondeurs des abysses, le Congo est sûrement encore plus bas que les abysses qui sont aujourd'hui dans le monde. Alors oui, le Congo est une catastrophe.
Et le Congo est une catastrophe. Le Congo est une catastrophe, Jean-Yves dit, lorsque vous dites que le Congo est en crise et que vous dites aussi que le Congo n'a jamais été aussi riche que maintenant, souvent, ben, après, on se dit, mais c'est quoi être riche? Est-ce qu'on peut avoir quelques estimations, par Mais vous exemple, savez, nous-mêmes avons dit il y a 2 ou 3 mois à vos collègues, je crois qu'il y avait, je ne veux pas citer les noms, y compris des médias étrangers, publics étrangers, privés étrangers que nationaux. Nous avons engrangé de l'argent, mais cet argent n'est pas au trésor. D'abord, vous savez que l'argent du pétrole ne vient pas au trésor, qu'il n'y a pas un compte au Congo qui reçoit l'argent du pétrole, par exemple. Donc, les revenus pétroliers sont dans des comptes privés. Les comptes privés de qui? Puisque ce n'est pas les comptes de l'État, on ne sait pas. Nous devinons donc qui sont les responsables. Mais prenons une chose. Le président Sassou, il y a quelques années, parlant c'était les 16 000 milliards d'excédent budgétaire. D'excédent pétrolier, il disait, nous avons 16 000 milliards, on va les garder pour les générations futures. Des 16 000 milliards, nous savons qu'il y a 1 500 milliards qui ont été payés à la Chine, et donc il restait à peu près 14,5 milliards. Cet argent est où? Lorsque j'ai, au cours d'une conférence, posé la question pour que le pouvoir nous dise où est cet argent, il m'a été répondu par la bande que on va vous répondre bientôt que cet argent existe et il est dans des comptes. Puis j'ai entendu le président Sassou le dire dans un média étranger que cet argent était dans un compte. Vous pensez qu'on s'occupe des générations futures sans financer l'éducation, sans financer la santé? Est-ce que ce sont des générations futures qui viendraient au Congo en 2150 ou des générations futures qui, de toute façon, naissent à partir de l'existant, se forment à partir de l'existant, et donc, dont on doit s'occuper dès maintenant. Mais si on ne peut pas payer les boursiers, si on ne peut pas les soigner, si on ne peut pas faire que l'école primaire et consorts soit organisée de manière à produire les livres de demain, il s'agit de quelle génération future? Nous considérons que c'est juste une contre-vérité, pour parler plus clair. De toute façon, si on voulait utiliser cet argent pour les générations futures, une chose est simple. On bâtissait des plans de développement pour permettre de résoudre un certain nombre de préoccupations qui sont là au Congo aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un rendez-vous. À vous entendre, M. Jean-Yves Tadi, finalement, cette affaire de 14 000 milliards disparus est vraie, c'est cela? Ah, mais bien sûr qu'elle est vraie. Puisque le président Sassou reconnaît lui-même. Le premier ministre Mwamba, quand il est passé au gouvernement, on lui a posé la question sur cette question. Bien sûr, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit que nous avons 14 000 milliards ou plus à l'époque et que cet argent est dans un compte, c'est le président Sassou, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une affabulation. Cette affaire est vraie, mais sauf que l'argent, on ne le voit pas. Et donc, ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Puisque cet argent n'est pas au trésor, il n'est pas à la Banque centrale, évidemment. Il est où cet argent? Il est quelque part. Alors, mais il y a quand même un paradoxe, parce que dans le même temps, on parle de 14 000 milliards qui ont disparu comme ça dans la nature, ce qui équivaudrait pratiquement à 5 ans ou 7 ans de budget du Congo-Brazzaville. Dans le même temps, le gouvernement parle de la crise économique et financière au Congo-Brazzaville. Et on voit comment les populations sont en train de tirer, comme qui dirait, le diable par la queue. Oui. Comment expliquer ça, cette crise où dans le même temps, on a beaucoup d'argent qui serait quelque part? Est-ce que réellement c'est une crise économique et financière ou bien c'est une stratégie finalement de gouvernement? En 2014, j'ai fait une déclaration, la sortie du Cap au Palais des Congrès, et je demandais, j'ai invité le président Sassou à créer les conditions pour que nous puissions nous asseoir. Déjà en 2012, le collectif des partis d'opposition auquel j'appartiens avait demandé que ce dialogue se fasse. Pourquoi? Et nous disions à l'époque qu'il y a une crise multiforme et multidimensionnelle. Elle est vraie, cette crise. La crise économique est liée au fait que l'économie congolaise n'est pas organisée pour avoir le développement. Et même quand on parle d'investissement ici ou là, quand on dit que en 2025, on doit atteindre l'émergence, nous disions en 2014
qu'avec le taux de croissance du Congo, avec la gestion du Congo, il faudrait au moins 70 ans, parce qu'on était à l'époque à un taux de croissance de moins 1 ou 2%. Mais On pourtant, ne à un peut pas certain aller moment, loin. on a vanté un taux de croissance à 2 chiffres au Congo-Brazzaville. Il y a des proclamations, mais vous savez aussi, le Congo vient de finir un programme de développement. Il vient de s'achever là, il s'achève là en 2022. Quels sont les résultats? Vous avez entendu le président Sassou dire on a fait le PND qui s'est arrêté en 2022, là. Voici les résultats. J'ai entendu la ministre du plan dire qu'ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. Mais ce plan-là a été bâti comme étant le support matériel du projet de société de président Sassou. Il a été un échec complet. Les résultats sont là. L'école est en déshérence, l'hôpital est en crise, les retraités sont aussi. Ça n'a pas donné quoi que ce soit. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Maintenant, pour revenir à l'argent, en fait, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour ne pas être en crise. Il y a de l'argent au Congo, mais cet argent est dans les comptes, dans les maisons des dirigeants. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le Congo est un pays riche, mais cet argent n'arrose pas toute la société. Oui, Les mais gens sont monsieur venus. Jean Itadi, 14 000 milliards, c'est à peine incroyable. C'est-à-dire, quand vous expliquez ça à quelqu'un, il va trouver, mais ce n'est pas possible. Même si ça pouvait se trouver dans les maisons des gens, c'est quand même difficile de croire. Mais écoutez, j'ai demandé une fois à un de vos collègues d'une des télévisions de Brazzaville, dont on sait que les propriétaires sont des gens du pouvoir, mais qu'on nous dise où est cet argent. Je n'ai jamais eu de réponse. Je suis à Brazzaville. Je n'ai jamais eu cette réponse. On ne peut pas dire que ça n'a jamais existé puisque c'est le chef d'État qui l'a annoncé. On ne peut pas dire qu'on n'a jamais fait des excédents budgétaires dans ce pays puisque depuis 2002, l'Assemblée nationale annonce des excédents budgétaires de 2 à 3 000 milliards de francs CFA par an jusqu'en 2014. Donc, c'est des faits objectifs. Ce n'est pas une invention de Jean-Yves Tati. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas où est cet argent. Aujourd'hui, là, actuellement, on a fait le budget avec un prix du pétrole plus bas. $50, Aujourd'hui, oui. il est à $100, donc il a doublé. Il y a des excédents actuellement. Où est cet argent? Est-ce qu'on en parle? Et vous croyez que ceux qui n'ont pas parlé hier de là où ils ont mis les 14 000 milliards parleront aujourd'hui en disant que nous avons des excédents budgétaires de tant de milliards, voilà ce qu'on va faire. J'ai cru entendre une autorité dire nous allons nous occuper du social, de la dette intérieure, d'appeler les recommandations de la Banque mondiale. On ne devrait pas attendre les recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour s'occuper de son pays, surtout quand on a de l'argent. Et quand ça concerne des étudiants qu'on met en difficulté en disant nous allons regarder ces questions. Quand il s'agit des retraités qui ont servi la République, qui ont cotisé, qui ont dit on va d'abord regarder pour voir avec le Fonds monétaire et autres si on doit les payer, moi j'appelle ça un scandale. Comment on peut dire à quelqu'un à qui on doit ce qui lui revient, quand on sait qu'il y a une embellie, on lui dit non, 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 attendez, qu'on regarde ailleurs. C'est simplement le mépris de l'humain qu'il y a au niveau de ce pouvoir. On n'aime pas les Congolais dans ce pouvoir. Le pouvoir sème lui-même. C'était une sorte de narcissisme politique extraordinaire. C'est tout ce que Parce je qu'on peux peut, dire à ce on sujet. peut parler en termes de, j'allais dire vengeance, mais pourquoi? On va venger contre qui finalement? Mais ça, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse vouloir. Parce que gérer un pays, et je vous fais une confidence, puisque vous ne le savez peut-être pas, j'ai été ministre du président Sassou. J'ai été aussi ministre du président du Souba. Je peux dire, ruiné des premiers ministres, j'ai eu au moins 4 ou 5 premiers ministres sur moi et 3 présidents de la République, je crois. On sert un pays, on travaille au pouvoir pour que le pays puisse avancer. Si on veut gagner de l'argent, on ouvre une entreprise et on se fait de l'argent. Si on veut une popularité, on devient une vedette quelconque dans le sport, dans la musique et qu'on sort. Le pouvoir, c'est un sacerdoce. Mais si vous y allez pour gagner de l'argent, c'est la fin du tout. Et c'est parce que tout est confondu
Parce qu'il y a au niveau du sommet, au niveau du pouvoir, des comportements inacceptables, immoraux, j'allais dire, et parfois même amoraux, qu'aujourd'hui vous trouvez au niveau de la société congolaise, le développement d'un certain nombre de travers. Certains appellent ça, ils ont des mots fleuris pour ça, mais je n'ose pas dire comme ça. Mais c'est extraordinaire. Non, ils n'aiment pas leur pays. Pourquoi n'aiment-ils pas leur pays? Je n'en sais rien, il faudrait peut-être des psychiatres pour ça, mais ils n'aiment pas leur pays. Ils aiment l'argent du Congo, ça c'est clair. S'ils aimaient de leur pays, parce qu'il aurait mal digéré la conférence nationale souveraine. Donc, vous avez parlé de la conférence nationale souveraine que vous avez d'ailleurs demandé. Oui, je suis de ceux qui l'ont demandé. Et lui, de son côté aussi, souvent, il revendique d'être l'initiateur, c'est-à-dire celui qui a voulu de cette conférence. Je vais vous expliquer, M. Perrin. Lorsque nous avons écrit la lettre ouverte, nous avons décidé de la remettre au pouvoir. Sister Chikaya, paix à son âme, Clément Mirassa et moi-même sommes allés porter ce courrier aux plus autorités en disant ceci. Si vous devez arrêter quelqu'un à cause de ce courrier qui demande à la Cour nationale, vous arrêtez Jean Itadi et Sister Chikaya. Vous pouvez vérifier chez Clément Mirassa. Qu'est-ce que nous voulions? C'est en fait la même chose que nous avons voulu quand il y avait le comité militaire. Quand il y avait le comité militaire, c'est moi qui étais chargé d'aller voir le premier vice-président du comité militaire, qui était le président Sassou, pour lui dire exactement ceci. Nous allons faire sauter le comité militaire. Parce que nous ne pouvions pas, j'avais 27 ans à l'époque, nous contenter des régimes militaires. Le Congo aspirait à mieux. Et il n'y avait aucune justification pour cela. Par la suite, après, le président Sassou a commencé à s'orienter vers un régime qui ne nous plaisait pas, nous avons décidé de faire cette lettre ouverte. Et nous avons obtenu la conférence nationale. Tenez-vous bien, on n'a tué personne. Personne n'est mort. Personne n'est mort non plus quand on a renversé le comité militaire. Il n'y avait même pas des menaces, par exemple, d'arrestation, non? Oh, ça, bien des menaces, il y en a eu, puisque de toute façon, nous avons, je vous ai dit qu'on a déposé le courrier pour dire que s'il y a des gens arrêtés, ils s'appellent Jean Itadi et Tshisekedi Chikaya, mais quelques temps après, on a inventé un coup d'État du Foli Baba, vous vous souvenez de ça? Et Clément Mirassa et d'autres ont été arrêtés. Mais ils ne pouvaient pas dire qu'on vous arrête du fait de la lettre ouverte. Il fallait inventer une affaire de coup d'État, des Batéké, des Bagangrou, de Foli Baba, des choses comme ça. Mais Clément peut vous raconter avec plus d'éloquence cette affaire, puisqu'il a été retrouvé en prison. Mais nous avons quand même réussi à faire que les choses changent. C'est pour la première fois qu'il y a eu des élections justes et transparentes dans ce pays. Le président Sassou, qui était président en exercice, ne s'est pas retrouvé au deuxième tour. Vous le savez. Le rejet était clair. Était au deuxième tour Pascal Lissouba et Bernard Kolela. Même André Milongo, qui était Premier ministre, n'était pas au deuxième tour. Parce que ces élections vraiment transparentes, il faut féliciter l'équipe de Monsieur Combo qui a organisé ces élections. Par la suite, est-ce que les gens ont pris ça comme étant une offense? De quelle offense? Vous servez une république dans le temps de votre mandat. La république vous met à côté, vous vous mettez à côté. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas une république, que c'est votre propriété et que vous devez revenir pour vous venger, mais c'est que vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas fait pour une république. Votre place n'est pas là. Je crois que les gens se trompent. Et quand j'entends les choses du genre, on va installer une succession familiale, on se gausse d'être appelé empereur, je suis scandalisé. Dans quel monde sommes-nous? Notre pays, ça s'appelle la République du Congo. Ce n'est pas ni le royaume, ni l'empire du Congo. Le royaume est parti dans l'histoire. L'empire du Congo n'existe pas et donc il n'y a pas d'empereur. Les gens doivent accepter le fait que le monde a changé et que malgré le fait que être au pouvoir, ça doit faire du bien, parce que j'ai écouté une déclaration d'un chef d'État africain dire du président des BIC, l'argent du pétrole, ça vous change la vie. Je comprends ces choses. Mais en fait,
Oui, mais L'argent du pétrole, ce n'est pas leur argent. monsieur Jean Itali, je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes président du Congrès africain pour le progrès. Le progrès. Alors, vous avez initié une lettre, vous avez dit, ouverte, hein, qui a d'ailleurs donné droit à cette conférence nationale. Mais là, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso, ça fait déjà pratiquement 25 ans, il est revenu aux affaires par les armes, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, plus rien ne bouge. Est-ce pour dire que vous n'avez plus ce dynamisme, vous n'avez plus cette détermination que vous aviez avant parce qu'on était jeune en ce temps et que maintenant, l'âge fait défaut? On peut peut-être le dire. Je veux vous dire que c'est un de mes amis, le ministre Mugunga, qui disait à l'époque, l'âge est une ruine. Il n'a peut-être pas tort. Ça ne concerne pas que les autres, ça nous concerne aussi. Mais les autres aussi doivent savoir, comme tous nous devons savoir, que nous vieillissons et que donc les choses changent. Et on doit tirer les leçons en se disant, puisque les choses changent et que nous vieillissons, nous risquons de ne pas être là dans 10, 15 ans et qu'il faut faire quelque chose de bien pour son pays, pour qu'on se souvienne de vous en bien. Ceci dit, est-ce que Jean Itali a arrêté le combat? Non. Je le disais encore il y a moins de mois. Quand on a obtenu et réussi à faire tomber un comité militaire, comme nous avons fait, quand on a réussi à ramener ce que je veux dire depuis longtemps, amener la démocratie au Congo avec la conférence nationale et consorts, on ne peut pas se satisfaire de ce que c'est qu'une dictature s'installe. Et j'ai choisi, parce que j'ai été exilé en Afrique du Sud, j'ai dû décider de venir. Ce n'est pas que quelqu'un m'a ouvert la porte. Je suis revenu au Congo parce que c'est mon pays. Bien sûr que c'est très risqué. D'autant que si vous vous renseignez, tout ce qui m'appartient, quand ça n'a pas été détruit, c'est occupé jusqu'aujourd'hui par le pouvoir. Tout ce qui m'appartient. Mais n'empêche, si je ne dois pas faire des efforts pour mon pays, je vais faire pour qui et pourquoi. C'est tout. Et donc, c'est pour ça. Non, on n'arrête pas le combat. Et ceux qui croient que les dictatures sont éternelles, ils se trompent. Il n'y a d'éternité pour personne ni pour quoi que ce soit. Nous allons tout faire pour que la dictature tombe. Nous allons tout faire pour établir une république véritable, une démocratie, un état de droit dans ce pays. C'est notre rôle. Maintenant, s'il y a des Congolais qui ont peur, je comprends, avec la répression qui s'abat dans ce pays. Vous savez, si vous êtes chez vous dans un quartier, on peut vous déposer quelques armes et puis on dit, M. Perrin a préparé un coup d'État, alors que c'était un groupe de gens qui est venu déposer les armes chez vous. C'est ça la pratique. Le nombre d'empoisonnements qu'il y a dans ce pays. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai été victime il n'y a pas longtemps, parce que il y a un peu moins de 2 ans, Comment vous vous en êtes tiré alors? Ouf, mystère. C'est vrai que les Sud-Africains ont fait du très bon travail. Et quand je suis allé en France, les Français aussi. D'autres n'ont pas eu cette chance. Mais je ne peux pas dire qu'en disant ça, je vais échapper demain, parce qu'ils ont tous les moyens pour faire. Donc, quand on ne meurt pas par balle dans ce pays, et vous avez entendu ce qui s'est passé récemment chez le ministre Mbaya, on peut vous tuer en vous empoisonnant. On ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas faire la promotion des tueurs. On devait faire la promotion des valeurs, des élites. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'on doit faire dans un pays. Alors, moi, j'ai choisi de rester ici. Il y a même des gens du pouvoir qui disent « tu aurais dû ne pas venir ». Parce qu'il y a des amis qui me disent ça. Et même quand je suis allé pour des soins, ils disent « tu aurais dû ne pas revenir ». Non, ma place est ici. Et on doit faire en sorte que les victimes du Congo connaissent réparation, qu'il y ait un régime différent, qu'il y ait réconciliation des Congolais. Et il n'y aura pas de régime, un empire ici, une succession familiale, il n'y aura pas. Nous nous lèverons pour ça. Quand je vous entends répondre, vous voulez me dire qu'il n'y aura pas succession de Denis Sassou Nguesso par son fils. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Je ne suis pas sûr que le président Sassou a envie de quitter le pouvoir. Je ne suis pas sûr. Ça peut être un leurre. Et il peut chercher à s'éterniser au pouvoir, comme il a fait avant, en violation non seulement de la constitution congolaise, mais aussi de la position africaine. Il présidait l'Union africaine.
au cours de cette réunion qui a décidé qu'il n'y aurait pas de deuxième mandat de changement de constitution. C'est le président Sassou qui présidait. Non seulement il a renié sa propre parole au niveau national, mais il a renié aussi au niveau international. Donc, quand on parle de succession, que ça concerne un neveu, un fils ou je ne sais pas qui, c'est pareil. Nous voulons un Congo différent, avec des acteurs différents, qui ont des idées nouvelles pour le pays. En fait, qui veulent refaire du Congo un pays qui compte sur la carte de l'Afrique et qui ne soit pas un pays à problème, mais un pays à solution. Parce que c'est possible, ce pays est riche, ce pays a une élite qui existe. On ne peut pas se contenter d'avoir des mêmes qui ne font rien, en fait, qui tirent le pays par le bas, et on s'en félicite. Comment on peut faire comme ça? Oui, Vous êtes d'accord vous avec voulez ça? d'un nouveau Congo avec des nouveaux hommes, vous avez dit, des jeunes, un peu plus dynamiques. Et tout à l'heure, vous nous disiez d'ailleurs que vous étiez encore jeune lorsque vous avez initié la conférence nationale. Vous avez même Oui. parlé de ce que vous avez été parmi ceux qui ont donné un coup d'arrêt au comité militaire du parti. Non, pas seulement Aujourd'hui, parmi ceux qui ont... Oui, tout à fait. Je suis la personne qui suis allée voir le président Sassou pour dire nous allons faire sauter le comité militaire. Il vit, hein? Je sais ce que je risque, je suis chez vous, mais je sais que ça ne durera pas. Quelque chose qui peut m'arriver. Et le comité militaire est tombé. Il y a des membres du comité militaire encore vivants qui existent, il peut vous dire. En tout cas, je mais connais au moins deux qui vivent. est-ce que vous avez quand même formé la relève? Vous savez, il y a un gros problème. C'est le même problème que le problème de la démocratie. Nous essayons aujourd'hui, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les Congolais qui ont une certaine graine, qui ont une certaine possibilité, se disent, nous, on va à l'étranger parce que ce n'est pas possible de faire le Congo. Vous étiez ici, vous le savez bien. Si vous créez une organisation, ce que nous avons fait pour le CAP, il faut la financer. Oui. Mais quand vous n'avez pas d'activité, quand vous avez une petite activité, on sait que vous êtes en train d'avoir une activité, on fait tout pour empêcher que ça puisse vous rapporter de l'argent. Former la C'est-à-dire génération. qui fait tout pour vous empêcher d'avoir de l'argent? Mais c'est clair, c'est L'administration, clair, c'est le clair. système. Vous devrez vivoter pour aller implorer quoi que ce soit. Mais pourquoi voulez-vous qu'on ne me rende pas mes biens? Pourquoi? Je ne suis pas condamné. Pourquoi que ce soit. Et avec la façon avec laquelle je critique le vol, le pouvoir et consorts, vous voyez bien, il y a même quelqu'un qui m'a dit, Jean, si tu avais piqué 100 000 francs, tu serais en tôle pour très longtemps. Sûrement pour plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas ça. Mais pourquoi on ne me rend pas les biens? Parce que justement, il ne faut pas créer les conditions pour que Jean Itadi soient en mesure de se déployer facilement. Mais ils sont nombreux, les gens qui sont comme moi. Ils sont nombreux des gens qui, même sans vouloir faire la politique, pour préparer l'élite, et nous avons voulu ne pas baisser les bras, c'est pour ça que le CAP existe. Mais il y a des gens qui avaient pu constituer au moins de quoi survivre demain pour leur retraite, qui sont réduits à zéro. Quand leurs biens ne sont pas spoliés, ils sont cassés et consorts et ils ne peuvent rien faire du tout. Les retraités deviennent des mendiants pour ces raisons-là. Alors nous nous battons quand même, et c'est pour ça que le CAP existe. J'ai au niveau du CAP perdu beaucoup de grands dirigeants, parce que tous mes compagnons, Christophe Mukwege, Nimi Madioungu, Jean Mouyabi, et là récemment encore Antoine Kivanza, nous ont quittés dans des conditions obscures. Je dis bien obscures. Ils sont partis. Mais heureusement que nous avions décidé il y a 8 mois, tout faire pour que très vite, il y ait une nouvelle élite qui se forme pour prendre le relais. Heureusement, parce que le CAP serait mort aujourd'hui. Donc voilà une situation. C'est difficile de créer, d'impulser une élite de l'intérieur. De l'extérieur, ce n'est pas non plus la solution, parce qu'au fond, on peut dénoncer, mais ici, et même les partenaires étrangers pensent que vous n'êtes pas à l'intérieur, ce que vous dites ne correspond à rien. C'est pour ces raisons qu'on est rentré. On se bat ici pour essayer de faire passer les choses, mais c'est dur, il faut le reconnaître. Alors, quand vous ajoutez à cela, évidemment, l'âge, parce que, à part pour la sagesse, mais l'âge, je disais tout à l'heure, n'est pas toujours une qualité extraordinaire.
et vous ajoutez les maladies qui s'ajoutent à l'âge, il est évident qu'on aimerait voir les jeunes Congolais se battre comme nous battions aux mêmes âges. Donc, des gens qui, entre 20 et 25 ans, 30 ans, se battent. 1963, c'est les jeunes Congolais. Ce sont des jeunes. Alors, monsieur Jean-Yves Tadi, de tout ce que vit le Congo aujourd'hui, la crise, évidemment, des valeurs aussi. Non, il n'y a pas que la crise économique, la crise politique, elle est là. Avant que je ne revienne pour que vous nous disiez ce que vous pensez de la situation économique du Congo, est-ce que vous vous reprochez, vous qui êtes de l'opposition, vous vous reprochez quand même de n'avoir rien fait depuis ces 25 ans? Voilà pourquoi le régime qui est en face de vous se permet de tout. Écoutez, quand vous êtes dans un combat et que vous n'avez pas réussi, vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir fait quoi que ce soit. Alors, évidemment, nous sommes renversés en 97 parce que c'était un lobby étranger, pour ne rien vous cacher, la France notamment avec Chirac. Des pays voisins se sont coalisés pour installer le président Sassou. Donc, en fait, on a le pouvoir de l'étranger installé chez nous, puisque ce n'est pas un choix des Congolais, qui, pour durer au pouvoir, a dû utiliser la répression. Les libertés fondamentales aujourd'hui au Congo posent problème à cause de ça. Quand on parle même d'élections, ça ne correspond à rien, puisque vous savez très bien que la commission électorale indépendante, dite indépendante, c'est les gens du PCT. Alors, vous nous dites oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement, puisque ce pouvoir a mis 25 ans, c'est qu'en 25 ans, nous n'avons pas réussi à le faire partir. Ça, c'est clair. Ce n'est donc pas un succès pour nous. Est-ce que les Congolais, et là, je vous retourne la question à vous aussi, est-ce que les Congolais se sont dit, nous nous levons pour changer cela? Vous savez, quand nous avons décidé de faire tomber le comité militaire, nous n'avons pas reçu d'instruction de quelconque politique que ce soit. Les Pascal Lissouba étaient condamnés à mort, il était à Djeke. Les Massamba Deba étaient tués, etc. C'est les jeunes qui sont levés, c'est nous. Et nous avions la vingtaine. Jean Itadi, Clément Mirassa et comme ça, on avait lors de 25, 26 ans, 27 ans. Oui, mais bien évidemment, et probablement que vous avez été formé parce qu'on ne peut pas soulever un peuple qu'on n'a pas formé, c'est ça le problème aussi. Justement, ce que nous avons fait, c'est créer les conditions pour que vous n'aurez jamais un peuple totalement formé pour prendre conscience de lui-même et de la nécessité du changement pour lui. Le peuple congolais est ce qu'il est. Il faut l'amener à comprendre que la situation actuelle est inacceptable et l'amener à se battre pour lui. Mais il y a encore des gens au Congo, vous le savez, qui croient qu'il y a une élite quelque part, une classe politique qui doit se battre pour délibérer la situation. J'estime que c'est une bêtise. Tant qu'ils ne prendront pas conscience que c'est leur sort qui est en jeu. Et si l'espoir qu'ils fondent, c'est l'espoir, ils doivent le fonder sur des gens qui, d'un certain âge, qui sont battus hier, qui ont certes eu des succès, j'en conviens, et je suis fier de ça, je trouve que c'est un comble. Le Congo ne peut pas être le pays que je vois là. Tout le monde dit que ce n'est pas bon, mais les gens ne sont pas en mesure de se dire on se lève pour changer. Et c'est pour ça que le pouvoir dit c'est une infime minorité qui proteste, tous les autres sont avec moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le gars qui va à la soupe, le gars qui fait semblant d'être opposant, mais qu'on reçoit le soir, ça ne crédibilise pas l'opposition. Mais même chez vous à l'extérieur, c'est pareil. Il y a des jeunes gens chez vous qui font semblant d'être de l'opposition, mais qui ne le sont pas du tout. Et ça montre au pouvoir qu'ils peuvent continuer. Le chien aboie, la caravane passe, c'est l'expression ici. Mais ça changera malgré tout. Nous parlions donc de la population qui doit prendre donc ses responsabilités. Et tout à l'heure, je vous disais que bon, c'est comme aiment à dire d'ailleurs les juristes, hein, pas d'intérêt, pas d'action. Qu'est-ce que l'opposition fait pour que cette population puisse prendre ses responsabilités? Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Mais vous avez dit à votre époque, c'est vous qui avez pris les responsabilités, vous n'avez pas eu besoin des leaders. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile de conduire soit une révolution ou un soulèvement sans qu'il y ait un leader. En 2015, à ce que je sache, la population était prête.
à en découdre avec le système. Mais il s'est retrouvé, et c'est ce que bon nombre des Congolais disent, que ce sont les leaders politiques qui ont trahi. Je crois que vous étiez encore au Congo, M. Jean Itadi. Oui, j'étais déjà rentré au Congo, oui. Et je ne suis pas reparti. Je suis toujours au Congo au moment où je vous parle. Est-ce que ce sont les leaders politiques qui ont trahi? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi? Au fond, quand on parle du peuple congolais, c'est qui? Ça devrait être tout le monde. En tout cas, au moins, tous les laissés pour compte. Et les laissés pour compte dans un pays où il y a plus de 70% du taux de pauvreté, ça devrait être au moins cela. Vous parliez d'intérêt du peuple à se mettre debout. Quand on tue votre voisin, quand on vient casser votre maison, quand on viole votre fille, quand vous n'avez pas les soins nécessaires à l'hôpital, quand votre enfant est renvoyé à l'école et la formation qu'il reçoit est approximative, Voilà. ce n'est pas des motifs. Quand on exécute les parents en public. Voilà. Alors, c'est pour ça. Ce n'est pas un motif pour se lever, pour dire je défends ma cause. Donc, je ne dis pas. Les gens qui disent comme ça, qui ne font rien, c'est des gens qui veulent gagner par procuration. Ils veulent que les autres se battent pour eux. Heureusement qu'ils ont des gens qui se disent c'est notre pays, on se bat pour. Si on comptait sur eux, on ne ferait rien. Maintenant, est-ce qu'il y a les leaders d'opposition qui ont trahi? Nous sommes de ceux qui avons dit on ne peut pas avoir dit non au changement de constitution et aller aux élections. Est-ce que nous avions raison? Est-ce que nous avions tort? Il y a des camarades d'opposition qui ont dit nous partons aux élections. Mais vous connaissez la suite. Quelle a été la meilleure stratégie? Est-ce que c'est nous qui avons refusé de partir aux élections parce que nous n'allions pas maintenir notre victoire? Est-ce que c'est ceux qui sont partis quand même et qui ont pu prouver donc qu'il y a un peuple mobilisé derrière eux pour le changement? J'en sais rien. Mais sinon, tant que les conditions ne seront pas remplies, pour qu'il y ait des élections justes, libres et compétitives, on peut avoir 90% d'opinion pour soi et le pouvoir va proclamer le fait qu'il a gagné à 95%. C'est ça la réalité. Donc, oui, mais évidemment, depuis 2015, c'est ce que j'ai semblé comprendre, vous ne prenez plus part aux élections parce que vous estimez que les conditions de transparence ne sont pas garanties. Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de temps, donc vous n'êtes ni à l'Assemblée, vous n'allez pas aux élections, et là, probablement qu'en juillet prochain, vous n'irez pas aussi aux élections. Et comment votre parti, vous qui êtes à l'opposition, comment allez-vous vous exprimer finalement? Je dois vous avouer, c'est mon dilemme. C'est vraiment mon dilemme. Avoir un parti qui existe déjà depuis une dizaine d'années, ne pas aller aux élections, c'est un problème parce que justement, on crée un parti pourquoi? C'est pour participer au suffrage, pour pouvoir gouverner. C'est bien sûr avoir l'occasion de participer au débat national, c'est pour donner une perspective, ça veut dire un cap au pays. Mais si on ne va pas aux élections, nous ne serons nulle part. Et les années vont s'ajouter aux années, et il y a, ce qui est réel, défection de quelques militants qui peuvent se dire mais où est-ce que nous allons si on ne peut même pas aller aux élections? C'est pour ça que nous, CAP, on n'a pas encore tranché sur la question des élections qui viennent. Mais nous souhaitons que le pouvoir fasse sa part de travail. Pourquoi? Si le pouvoir veut se dire un pouvoir démocratique, il faut qu'il crée les conditions pour que le peuple s'exprime. Et si le peuple doit s'exprimer à travers les élections, il faut qu'elles soient libres, justes et compétitives. Or, les petits préalables ne sont pas remplis. Ce n'est pas le petit recensement, ou comment on appelle ça, qui est la solution. Il y a des pays, y compris l'Afrique centrale, qui ont dit nous n'allons pas aux élections à date échue parce que nous devrons nous donner les moyens d'y aller. Pourquoi le pouvoir congolais ne dit pas, au lieu de continuer comme ça, à faire comme avant, reproduire des chambres introuvables? Parce que vous avez vu le vote qui s'est fait pour l'état d'urgence et l'état de siège. Ce vote est passé comme une lettre à la poste. Et même les opposants ont voté avec acclamation. J'étais sidéré. On vote une loi dans laquelle on dit on peut rentrer chez vous de jour comme de nuit, venir fouiller, vous arrêter, qu'on soit sans témoin.
Et les gens approuvent. Parce que justement, nous n'avons pas un Parlement. Nous appelons ça une chambre introuvable. Alors, qu'elle soit composée à 80% du PCT ou plus, puisqu'ils veulent avoir plus d'élus, ça ne changera rien. Il faut créer donc les conditions de transparence. Et si le pouvoir veut être reconnu parce qu'il n'est pas reconnu à l'extérieur, respecté parce qu'il n'est pas respecté à l'extérieur, considéré comme un pouvoir qui tend vers la démocratie, puisqu'ils ont une vision étapiste de la démocratie. Nous sommes en train de faire des petits Oui, pas, petits nombres monsieur d'affaires. Jean Itadi, vous pensez que ces idées-là peuvent traverser la tête de Denis Sassou Nguesso, vouloir être reconnu à l'extérieur ou je ne sais comment? Pour Denis Sassou Nguesso, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Quels sont vos moyens de pression à vous pour contraindre évidemment ce pouvoir à s'asseoir sur la table? Parce que non, la négociation c'est vrai. allais-je dire, pour terminer ma question, une négociation n'est possible que lorsqu'il y a équilibre des rapports de force. Mais il y en a un. Je vais vous dire pourquoi. Vous dites si bien que le président Sassou veut le pouvoir pour le pouvoir. En même temps, il veut être vécu comme étant quelqu'un, vous avez dit pour la conférence nationale, qui a contribué à l'évolution démocratique du pays, qui le prouve. Qui prouve. Parce que dans le rapport de force, il n'y a pas que la puissance des canons. Pourquoi le Congo a des difficultés pour conclure un petit accord ici ou là? Pourquoi les autorités congolaises? Je vous rappelle, M. Ferrand, Fulbert Yulou était président du Congo. Nos frères d'en face appelaient le moyen Congo le petit Congo. Mais quand Fulbert Yulou arrive aux États-Unis, il est reçu à la coupée de l'avion par le président Kennedy. Vous croyez que ça se fait actuellement? Ça peut se faire actuellement? Pourquoi? Et vous croyez que le pouvoir actuel n'a pas besoin de crédibilité? Je crois que oui. Eux aussi ils doivent se rendre compte. J'ai vu là le Premier ministre aux États-Unis, ce n'est pas la directrice générale ou le directeur général du Fonds monétaire, je ne sais pas qui reçoit. C'est un vice-président ou un adjoint. Au département d'État, vous êtes Premier ministre, mais je n'ai pas vu. Ce n'est pas le président Biden, ce n'est pas le vice-président, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas le secrétaire au Trésor, c'est une directrice au département d'État. C'est la considération qu'on fait du Congo aujourd'hui dans le monde. Alors, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui aiment un peu leur pays, ils doivent contribuer à redonner un peu de dignité au pays. Leurs frasques, leurs comportements sont tels que nous en souffrons. Et je sais que vous en souffrez. Chaque fois que je peux discuter avec un ami à l'extérieur, nous sommes considérés comme des gens bizarres, nous les Congolais. Quand j'ai l'occasion de voyager, c'est une catastrophe parce que les gens qui viennent me voir par amitié ne comprennent pas que mon pays soit dans cet état. Pourquoi doit-on faire ça au Congo? Alors parce qu'on a des canons, parce qu'on s'est approprié l'argent public, on peut donc acheter le député, le sénateur ou l'électeur pour... Est-ce que c'est ça? Rien que pour ça? Moi, je crois que nous avons un effort à faire au niveau de l'opposition, c'est vrai. Mais nous avons un pouvoir en partage avec tous les autres, y compris ceux qui sont au pouvoir, et ils doivent faire leur part. C'est leur devoir aussi. Oui? Oui, monsieur Jean Itadi, je sais que la situation politique au Congo, on parlerait d'une grande crise politique au Congo depuis 2015. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a même des prisonniers politiques. Je cite là donc Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa et bien d'autres aussi, de jeunes dont on ne parle jamais, ils sont nombreux. La situation, disais-je, donc politique au Congo est chaotique. Alors, vous êtes parmi ceux qui on appelle un dialogue national inclusif. Tout à l'heure, j'ai dit, mais un dialogue, il faut équilibrer d'abord les forces, parce que celui qui est là, qui a pris le pouvoir, nous le savons tous, par les armes, ce n'est pas évident qu'il puisse rendre ce pouvoir par les urnes. Ça, au moins, c'est connu de tout le monde. Et je l'ai déjà entendu dire, je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez suivi, il disait, il n'y aura plus jamais un événement extraordinaire au Congo. Il faisait allusion à la conférence nationale souveraine, que vous avez d'ailleurs arrachée. Alors, aujourd'hui, vous en appelez au dialogue. Comment faire pour que ce dialogue ait lieu face à un pouvoir qui dit plus jamais un événement extraordinaire? Bon, d'abord, je vais vous dire qu'en ce qui me concerne, moi,
le terme à l'origine soulevé le 17 août, quand nous avons fait la déclaration la création du collectif et la demande de ce que vous appelez dialogue, c'était mon terme à moi. Ce sont les États généraux de la nation. Il y en a qui ont trouvé que c'était un terme excessif, mais dans la lettre que nous avons adressée au président Sassou, c'était États généraux de la nation. Alors évidemment, c'est encore plus grave parce que ça sonne encore plus. Parce que les gens ont entendu dans l'État généraux de la nation, ils ont pensé aux États généraux en France, la situation de Louis XVI, de Marie-Antoinette et consorts. Et les gens se sont dit, si c'est ça, pas question. Bon, puis par la suite, il y a, y compris dans l'opposition, des gens qui ont demandé qu'on mette un peu d'eau dans notre vin et qu'on parle de dialogue national inclusif, ce qui revient à peu près à la même chose. Alors, comment obtenir ça? D'abord, je ne suis pas sûr, je ne suis absolument pas sûr que le président Sassou a raison quand il dit qu'il n'y aura plus jamais d'événements extraordinaires au Congo. Pourquoi? Si je m'en tiens à ce que vous avez dit tout à l'heure, s'il envisage de mettre à sa place un proche, quel qu'il soit, c'est que là encore, il se refuse de suivre la voie constitutionnelle. Donc, il crée les conditions des événements extraordinaires. Il n'y a rien d'éternel. Je l'ai souvent dit, ni les choses, ni les hommes, il n'y a rien d'éternel sur Terre. La vie humaine, vous savez, elle est récente. Hein? La Terre a existé avant qu'il n'y ait la vie et la Terre n'est qu'une création nouvelle, j'allais dire, parce qu'elle-même, il y a 10 milliards d'années, il n'y avait pas de Terre, même un peu plus loin. Donc, mais est-ce que c'est une façon de dire qu'il faut attendre la providence alors que la population congolaise non, même si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est un séminariste, ce n'est pas pour ça que je dis ça. Non. Et si on peut parler de religion, c'est toujours aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas autrement. Non. Nous devons mériter chaque jour de notre vie. Et pour des gens qui ont risqué la mort comme nous, on se rend bien compte de l'importance de la vie. Il faut mettre à profit chaque jour pour faire quelque chose, pour rendre cette vie et le monde un peu meilleur à ce qu'il était avant. Non, nous devons travailler. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne crois pas que le pouvoir se satisfera d'une histoire qui dira « ils sont venus, ils ont massacré, ils ont pillé, ils sont partis ». Je ne suis pas sûr que c'est ça. Il n'y a aucune personne humaine qui ne cherche pas à se faire aimer. Aucune. Même le plus grand des criminels aimerait qu'on dise quelque part j'ai quelque chose de bon. Donc je pense que le pouvoir aura besoin de changer dans son intérêt, pour sa réputation, pour son devenir ou le devenir des siens. Nous avons besoin que les choses changent parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'un Congo qui s'enfonce alors qu'il doit créer les conditions pour exister et pour apporter à l'Afrique au monde. Donc, nous nous battrons pour ça. Alors, donc, vous vous battrez pour au moins arracher le dialogue, comme vous le dites, le dialogue national. Peut-être que c'est le format qui va changer, on ne sait pas. Alors, c'est de ce dialogue, finalement, alors que vous vous appelez au dialogue national, probablement inclusif, on vous a servi une concertation politique à Ouando. Et là, vous avez décliné. Pourquoi? Parce que depuis 2009, tous les 2 ans, le pouvoir nous sert une concertation. En fait, j'appelle ça, nous sert une occasion pour faire croire à l'opinion, notamment internationale, qu'il y a dialogue au Congo. C'est juste un leurre. Ça ne correspond à rien et ça ne sert à rien. Et c'est pour ces raisons que même les petits acquis des anciennes concertations, je prends la biométrie, qui est acquise à Dolisie,
n'a jamais été appliqué. Et il aurait été appliqué que les élections présidentielles qui sont passées auraient pu bénéficier de cela. Non, 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 on ne se fait aucune illusion. Le pouvoir a besoin de faire croire à l'extérieur qu'il est démocratique, ce qu'il n'est pas, et fait tout pour qu'il n'y ait aucune avancée. En se disant, bon, mais écoutez, les conditions arriveront, on ne fait rien comme ça. La biométrie demande quoi? Lorsque nous l'exigions, nous avions demandé aux uns et aux autres, l'OIF disait, en 2 ans, nous pouvons aider le Congo à l'avoir. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 10 ans. C'est parce que le pouvoir n'a pas voulu que ça n'a pas été fait. Ce n'est pas un problème de manque de moyens. Et vous voyez que même les recensements, le recensement général de la population et de l'habitat, le dernier a été fait parce que tous les 10 ans dans ce pays, je me souviens, 1964, 1974, 1984, il y avait toujours le recensement général de la population et de l'habitat. C'est maintenant qu'on veut commencer un. En fait, on a voulu le lancer il y a 2 ans, 2 ans et demi, et le pouvoir a arrêté parce qu'il y avait la présidentielle derrière. Il ne voulait pas qu'il y ait la fiabilité sur les chiffres en matière de démographie et comme ça. Alors, tant que ce sera comme ça, évidemment, on n'avancera pas. Mais malheureusement, ça pénalise l'économie aussi. Parce que si vous voulez créer une entreprise, vous avez besoin de savoir à qui vous vendez, combien de gens peuvent être consommateurs. On ne peut rien mais faire. pendant, monsieur Jean Itadi, pendant la période Covid, je crois qu'il y a une opération comme ça qui avait été annoncée par le gouvernement congolais. Oui, Qu'en il y a est-il même exactement? maintenant, le FUAP même, je crois, a avancé de l'argent, tout ça. Mais ça avait été arrêté. Ça vient juste de recommencer maintenant. Parce que les élections sont passées, les présidentielles, ou un vient de passer. Maintenant, on vous dira que ça va être relancé. J'espère que ça va être relancé. Mais en fait, il n'y a aucune volonté au niveau du pouvoir de faire que le pays avance. Parce qu'il y a des risques pour eux, une meilleure maîtrise du corps électoral, une meilleure transparence dans les élections, ça signifie la défaite du pouvoir, comme cela s'est passé en 1992. C'est ça. Monsieur Jean Itadi, nous allons donc terminer notre émission par cette dernière question qui porte sur les accords de coopération entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Vous avez suivi évidemment lors de la visite d'État du président rwandais Paul Kagame à Brazzaville. Des accords ont été passés entre le Congo-Brazzaville, une série d'accords d'ailleurs. Hein. Mais parmi ces accords, moi je voudrais qu'on se focalise d'abord sur un accord qui fait parler de lui, c'est la concession de 12 000 hectares de terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Comment avez-vous apprécié cet accord? Je suis fondamentalement africain. Mon parti s'appelle le Congrès africain pour le progrès. Pour le progrès, oui. Il y a eu au Congo des investissements étrangers. Nous n'avons pas, les Congolais n'ont pas dit quoi que ce soit. Moi, je ne veux pas me mettre dans l'équipe des gens qui en veulent aux Tutsis parce qu'ils sont des Tutsis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, dans l'accord, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la nature de l'accord. Mais je vous rappelle qu'il y a des Sud-Africains installés au Congo. Il n'y a pas eu de scandale. Pourquoi? Il y a au Congo 8000 Interamwe, les Rwandais, qui exploitent les terres. C'est les gens d'Abiyarimana qui sont considérés comme génocidaires. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a suffisamment de terres au Congo? J'étais dans une vie antérieure ingénieur agronome et même directeur général, secrétaire général et ministre de l'économie rurale. Donc, je pense que je peux en parler avec une certaine autorité. Le Congo n'a pas de fin de la terre aujourd'hui. Mais ce qui touche les gens, c'est qu'il s'agit des Rwandais. Mais moi, ce qui me choque, c'est que parce que c'est les gens qui viennent, qui sont des Tutsis, ça pose problème. On s'en plaint. Pourquoi on s'en plaint pas? Est-ce que ce n'est pas parce que aussi les gens pensent beaucoup plus à cet élan hégémonique du Rwanda qui est en train de s'installer un peu? Mais pourquoi
Pourquoi les Mais Africains à côté, il y a l'expérience que nous vivons depuis un certain temps, juste de l'autre côté de Brazzaville, à Kinshasa. Donc, je Non, parle là M. de Perrin. l'Est du Congo. Oui, M. Perrin, il ne faut pas confondre les guerres. Et les Congolais ont souvent l'habitude de prendre en compte les batailles qui ne sont pas les leurs. Je vais vous dire un exemple. Lorsqu'il y a l'affaire du Tipoy à Ouandou, c'est le président Sassou, Yombi, Okoko et les autres. Parce que le président Lissouba a été mal conseillé, il est piégé dans cette affaire qui se passait à Ouandou. Et la guerre a été importée à Brazzaville. Est-ce que vous croyez que c'est ça ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu contenir cette affaire à Ouandou? C'est cette affaire qui commence à Ouandou, qui oppose les gens de Ouandou au président Sassou, est devenue une affaire des Bakongo, des Lissouba et comme ça. Vous ne pensez pas que c'est une bêtise? Est-ce que nous devons recommencer ça? Ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 8000 Interamwe rwandais qui sont au Congo-Brazzaville, qui ont refusé de repartir chez eux. Ils sont venus armés et ils ont participé à la guerre de 97 du côté de Sassou. Vous le savez. Aujourd'hui, il y a des Tutsis rwandais qui viennent s'installer au Congo. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un conflit entre les deux communautés, vous accepterez-vous, M. Perrin, que les gens viennent faire un pugilat dans votre maison? C'est ça qui me touche en premier. L'inconscience des Congolais pour importer des conflits. Le Congo doit participer à la paix en Afrique, mais ne doit pas créer les conditions pour que son territoire soit un champ de bataille. Malheureusement, par cupidité, je dis bien par cupidité, on est en train de faire des choses qui sont inacceptables. L'autre réaction que j'ai par rapport à cet accord, ce n'est pas tant les 12 000 hectares. Vous savez que je crois qu'on a moins de 400 000 hectares exploités au Congo en matière d'agriculture. Et c'est pas on a des millions d'hectares de terre. Le Congo, c'est le 3/5e de la France. Il faut le savoir, en termes d'étendue. C'est 11 fois la Belgique. Alors, nous ne nous battons pas pour les 12 000 hectares que les gens viennent exploiter. La question, c'est quelle est la nature du contrat, quelle est la durée, etc. Mais si c'est juste parce que c'est des Rwandais et des Tutsis, moi, je ne marche pas là-dedans. Je suis fondamentalement Non, africain. je vous posais la question parce qu'évidemment, c'est un contrat qui a été signé en violation, bien sûr, de la Constitution congolaise. Plusieurs articles ont été violés. Non, c'est qu'on doit. Tous les contrats, M. Perrin, signés par les ministres, doivent aller à la Chambre, au Sénat et à l'Assemblée. Attendons de voir. Par contre, dans ce que j'ai pu voir, c'est les aspects qui parlent de ce qu'il ne doit pas avoir des appels d'offres, des choses comme ça quand les deux pays traitent. Ça, c'est dangereux. C'est la porte ouverte à la corruption, à toutes les dérives. Mais la question globale, générale, des Rwandais qui viennent au Congo, le Congo a besoin d'investissements directs étrangers. Le Congo a besoin de faire qu'il y ait une coopération interafricaine qui se développe. Et malheureusement, le Congo, comme beaucoup de pays africains, font une économie ligne, c'est-à-dire l'ancienne colonie et la puissance coloniale. Il n'y a pas beaucoup d'échanges entre nous. On doit développer ça. L'Afrique doit oui, mais devenir dans le temps normal, tout à fait. Vous avez peut-être raison. En temps normal, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais sauf ici, il y a des éléments qui sont relevés. Tout à l'heure, je vous ai dit que cet accord a été signé en violation de la Constitution, qui prévoit un référendum au préalable avant de céder les terres aux étrangers. Ça, c'est bien écrit, noir sur blanc, sur la Constitution congolaise, c'est l'article 219. Ce que je sais, puisque c'est passé dans les médias, le pouvoir de Brazzaville dit ce sont des investissements comme les autres consorts. Attendons de voir la nature réelle des accords. Quand ils passeront à l'Assemblée, nous parlerons à ce moment-là. Et il est évident que s'il y a violation de la Constitution, nous allons nous insurger. Mais ce que je ne veux pas faire, parce que c'est le risque, parce qu'il y a des gens qui disent, y compris au Congo ici, oui, nous sommes plus proches des Gabonais, des Camerounais, consorts. Ça, c'est des choses qui me choquent, moi. Parce que pour moi, l'Afrique est une. Un. Deux, c'est le bassin du Congo qui a donné la vie à l'humain, le mot sapiens sapiens. Et le Bantou actuel dont vous êtes, M. Perrin, vous êtes venu des Grasslands, à la frontière du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. Donc, on ne peut pas, quand on a votre histoire et la mienne, puisque c'est la même, venir jouer
les patriotismes étroits qui n'en sont pas. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'Afrique doit se battre pour que l'Afrique soit de plus en plus unie, forte, pour faire face au monde. Là, les divisions pour 12 000 hectares qu'on a donné hier à d'autres. Les Roumains ont fait ça ici, hein, je vous rappelle. Produire du coton, ils produisaient un peu. On ne peut pas faire comme ça. Les Congolais doivent un peu grandir et critiquer le pouvoir sur ce qu'il doit, mais pas priver le Congo de sa vocation africaine. C'est un malheur. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Jean-Louis Tadi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du Congrès africain pour le progrès, ancien ministre du gouvernement de la République du Congo. En tout cas, merci de nous avoir consacré votre temps si précieux. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir encore fait confiance à TLR TV. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer des programmes TLR TV. On se dit donc à très bientôt, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.